Bonjour à tous, nous allons faire la correction du problème construction d'une maison passive. Donc je ne vais pas refaire une lecture du sujet, j'ai repris juste les éléments du sujet qu'on va devoir utiliser. Première question, déterminer par analyse dimensionnelle l'unité d'une résistance thermique. La formule de la résistance thermique nous était rappelée ici, donc on va l'utiliser et faire les unités, donc RTH en unité est égal à l'unité de E divisé par l'unité de lambda et l'unité de S. Donc E c'est une épaisseur, son unité est en mètres. Lambda c'est la conductivité thermique, donc ici elle était donnée et l'unité était précisée. L'unité de la conductivité thermique c'est des watts, mètres moins 1, Kelvin moins 1. Et l'unité d'une surface, une surface c'est en mètres carrés. On va juste un petit peu modifier cette formule-là. Ici, j'ai des mètres, watts, des mètres moins 1 au dénominateur, ça me donne des mètres au numérateur. Pareil pour les kelvins, au dénominateur, ça me donne donc des kelvins moins 1 au dénominateur me donne des kelvins au numérateur. Et il me reste ici mètres au carré. En simplifiant des mètres au-dessus, donc des mètres au carré avec les mètres au carré en dessous, j'obtiens le résultat Kelvin divisé par watt, ce qui s'écrit aussi Kelvin watt moins 1. Question 1-2. On vous demandait, pour une surface donnée à isoler, expliquer qualitativement dans quel sens doivent évoluer les caractéristiques d'une paroi pour augmenter l'isolation de l'habitation. Donc si on souhaite augmenter l'isolation, cela signifie que le flux thermique doit diminuer, il doit y avoir moins de chaleur qui arrive à traverser la paroi. Ici, on a une relation entre le flux thermique et les caractéristiques de la paroi, justement la résistance thermique de la paroi. Phi est égal à delta T sur RTH. Si on veut que le flux diminue, ça signifie que la résistance thermique, qu'est-ce qu'elle doit faire? Elle doit augmenter. Or, RTH, on l'a vu précédemment, c'est l'épaisseur sur lambda S. Donc l'épaisseur sur lambda S doit augmenter, ce qui signifie qu'on peut avoir soit une épaisseur qui augmente, soit lambda qui diminue, ou alors, bon, la surface diminue, a priori, si ce serait pour une surface donnée. Troisième question, on vous demande de calculer la résistance thermique des murs extérieurs, Rm, en précisant l'unité. Alors, on avait des renseignements sur les murs extérieurs, on connaissait la surface, et les murs extérieurs sont composés de différentes couches. Et pour chaque couche, on connaît l'épaisseur et la conductivité thermique. Or, on sait que quand une surface est composée de plusieurs couches, la résistance thermique sera égale à la somme de toutes les résistances thermiques des couches qui composent toute la paroi. Donc ici, il va falloir calculer pour les différentes couches. Donc la première couche, E, c'est 1,5 cm, donc 10-2, divisé par la surface fois lambda, donc 0,50, fois la surface, à laquelle j'ajoute la deuxième couche, et on rajoute comme ça, ainsi de suite, la valeur de RTH pour les différentes couches, et on obtenait le résultat de 2,3 10 puissance moins 2 Kelvin watt moins 1. On a laissé deux chiffres significatifs, car au niveau des données, pour l'épaisseur, on avait juste deux chiffres significatifs, donc on ne peut pas en mettre plus. Question 1.4. On vous disait, pour obtenir une résistance thermique identique à celle des combles, quelle devrait être la valeur de l'épaisseur d'une couche de laine de verre dont on donnait la conductivité, elle est ici. Donc on souhaite avoir la même résistance thermique identique à celle des combles. Donc quand je regarde les combles, on a pas mal de renseignements. La surface, l'épaisseur, la conductivité, on pourrait la calculer, mais elle était donnée directement ici. Donc la résistance thermique des combles est égale à 0,053 Kelvin watt moins 1. Et on veut que cette résistance thermique, ce soit la même si ça avait été, au lieu d'avoir du gypse et du granulé de chanvre, avoir de la laine de verre. Donc il me faudrait une certaine épaisseur de laine de verre divisée par le lambda, la conductivité de la laine de verre, sur la surface que ça doit recouvrir. Donc nous cherchons justement l'épaisseur de la laine de verre, on connaît lambda, on connaît la surface que ça doit recouvrir, c'est celle des combles, 79 mètres carrés, et on connaît RTH.
RTH des combles. En remplaçant par les valeurs, on a une seule inconnue dans cette équation qu'il va falloir sortir. Ce qui va nous donner ELV est égal à 0,053 multiplié par les deux valeurs là, 0,038 fois 79. On obtenait le résultat de 15,91 cm. Cette fois, on a mis 4 chiffres significatifs parce que nos données en avaient 4 ici, 4 là. Puis ça, c'est un chiffre rond, donc il a autant de chiffres significatifs qu'on le souhaite. Donc voici pour le résultat. Question 1.5. Dans la région où est prévue la construction de la maison, la température extérieure moyenne au sol est de 10 degrés, à l'extérieur 4 degrés, et un poêle à bois maintient la température intérieure de la maison à 19 degrés. On va représenter la maison avec une température intérieure de 19 degrés qui est constante, une température extérieure de 4 degrés et une température au sol de 10 degrés. On nous parlait donc des transferts thermiques qui ont lieu. Donc pour les murs extérieurs, c'est toujours un transfert thermique de la température la plus élevée à la plus faible. Un transfert thermique pour les vitres qui est également dans ce sens-là. Un transfert thermique pour les sols, toujours de la température la plus élevée à la plus faible. Et puis pareil pour les combles, où il doit y avoir une température plus fraîche. En question 1.5.2, on vous demande de calculer QV qui n'était pas donné. On avait les valeurs des autres transferts thermiques, mais pas celui à travers les vitres. Alors, comment est-ce qu'on va faire pour calculer QV? Les relations étaient données. On sait que QV, c'est égal au flux multiplié par la durée. Donc, QV à travers les vitres est égal au flux à travers les vitres pendant la durée delta T. Or, le flux à travers la vitre, c'est égal à quoi? Il est égal à la différence de température divisée par la résistance thermique des vitres, et donc par la durée. Donc on va remplacer par les valeurs. La différence de température à travers les vitres, c'est 19 moins 4, donc 15 degrés ou Kelvin. La durée, on nous demandait pendant une journée, qu'on va exprimer en secondes. Donc une journée c'est 24 heures, une heure c'est 60 minutes, et une minute c'est 60 secondes, divisé par RTH des vitres. La valeur était donnée dans le tableau, 0,10. Et on trouve pour QV une valeur, ce qui nous donnait une valeur de 13 10 puissance 6 joules, c'est-à-dire 13 mégajoules. Donc pour QV. En question suivante, on vous demandait aussi, ou toujours dans la même question, d'en déduire la valeur de la chaleur fournie par un poêle à bois pendant une journée. Donc ici, la température de la maison est maintenue à 19 degrés. Pourtant, il y a quand même des pertes de chaleur, des transferts thermiques vers l'extérieur. Donc si cette température de maison reste à 19 degrés, c'est grâce au poêle à bois qui, lui, transmet de la chaleur du poêle à bois vers l'intérieur de la maison. Donc c'est cette valeur QP qu'on va devoir essayer de déterminer. Donc pour faire ça, on va réaliser un bilan d'énergie. Donc quand on effectue un bilan d'énergie, tout ce qui concerne les énergies macroscopiques, il n'y en a pas, parce qu'il n'y a pas d'énergie, il n'y a pas de variation d'énergie cinétique ou potentielle. Au niveau des énergies microscopiques, donc l'énergie interne, delta U, étant donné que la température de la maison elle est toujours à 19 degrés, ça signifie qu'il n'y a pas de variation d'énergie interne. Donc l'énergie interne, la variation, elle vaut combien? Elle vaut 0. Et on sait que la somme de toutes les variations d'énergie, c'est égal à quoi? C'est égal à tous les travaux plus tous les transferts thermiques. Ici, il n'y a pas de travaux, il y a juste des transferts thermiques, donc ça va être égal à la somme de tous les transferts thermiques. Alors, je rappelle qu'on note positivement les transferts thermiques que reçoit notre système. Donc ici, la maison, elle reçoit l'énergie QP. Par contre, elle cède toutes les autres énergies qui vont vers l'extérieur, donc on doit les noter négativement. Moins QC, moins QM, moins QV et moins QS. On en déduit que QP est égal à QC plus QM plus QV plus QS. Et en remplaçant par les valeurs, on trouvait 130 mégajoules.
En dernière question, question 1.6, dans ces conditions, si par an, la période de chauffage dure 100 jours, peut-on considérer la maison comme passive? Donc on va partir du principe que on est en train de chauffer pendant 100 jours, donc le poêle, il doit fournir une chaleur, donc là c'était pour une journée, qui est égale à 100 fois multiplié par 130 mégajoules. Donc on trouve 13 000 mégajoules. Or, on peut considérer qu'une maison est passive si ses besoins en chauffage sont inférieurs à 15 kWh par mètre carré habitable et par an. Donc ici, la surface habitable de notre maison était de combien? De 68 mètres carrés. C'est-à-dire que la valeur à ne pas dépasser, ce serait combien? Étant donné qu'ici c'était par mètre carré, là on a 68 mètres carrés, donc 15 kWh multiplié par 68. Et on trouvait la valeur de 1020 kWh. C'est la valeur à ne pas dépasser. Alors, comment on va faire pour les comparer, ces deux valeurs, pour voir si celle-là dépasse la limite? Il va falloir convertir les unités pour pouvoir les comparer. Alors, c'est bien, ici on nous donnait comme renseignement que 1 kWh correspond à 3,6 mégajoules, même si on pourrait le retrouver. Donc on va convertir cette donnée, 1020 multiplié par kilowattheure, 3,6 mégajoules, et on obtenait la valeur de 3672 mégajoules. Donc ça, c'est la valeur Q limite à ne pas dépasser par an. On constate que cette valeur Q limite de 3672 mégajoules est inférieure à ce que réellement doit fournir le chauffage par année, à savoir 13 000 mégajoules. Donc QP par an est supérieur à Q limite, donc la maison n'est pas considérée comme passive.